pour ma part, je suis au top de ma forme. Vous pouvez d'ailleurs le constater. Voilà, je brille de mille feux. Allez, je joue un peu ma crâneuse. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et oui, la famille des astuces de Charlie s'agrandit et c'est une très bonne chose. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous avez la possibilité de le faire en cliquant sur s'abonner, la cloche de notification. Et à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne, vous recevrez une notification YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo autour de la question « Comment stabiliser mon poids après un régime ?» C'est une question que j'ai reçue de plusieurs abonnés à notre page Facebook via Messenger. Oui, on a une page Facebook qui s'affiche là. Vous avez la possibilité d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil, voir ce qui s'y passe. On met des publications tous les jours sur la santé, la beauté, le bien-être, la mode. Et donc, en revenant à cette question, comment stabiliser mon poids après un régime? Je pense que pour y répondre, il est judicieux de faire un petit cours de sciences. Dans une révision, hein, c'est un flashback sur les classes, en fait, sur les bancs, hein, les bancs de classe de 4e, 3e, seconde scientifique, pour revoir comment fonctionne l'organisme quand nous mangeons, de quels aliments avons-nous besoin, en quoi sont transformés les aliments, quels sont ceux qui sont responsables de notre prise de poids. On verra également ensemble ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on fait un régime. Qu'est-ce qui est responsable de l'effet yo-yo, l'effet cliquet? Donc l'effet yo-yo, c'est lorsque vous prenez du poids, vous perdez, vous reprenez, vous perdez. Et en bonus, je vous donnerai 5 astuces selon Charlie pour stabiliser votre poids après un régime et stabiliser votre poids tout court, tout au long de votre vie. En fait, être maître de votre poids. Et ça commence tout de suite, là. Oui, là. Le corps humain, pour fonctionner, a besoin d'eau et de nourriture. Et dans la nourriture, on retrouve des molécules telles que les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines et les minéraux. De façon générale, les glucides sont représentés par une molécule de carbone, une molécule d'hydrogène, une molécule d'oxygène. De façon complexe, vous avez un dessin comme ceci. Et de façon simple, habituellement, c'est soit un pentagone ou un hexagone. Dans les glucides, on en distingue différents types. Lorsqu'il est formé juste d'un seul symbole, donc on va dire d'une seule molécule, comme ceci, dans un seul pentagone, on l'appelle un monosaccharide. Et comme exemple de monosaccharide, on a le fructose, le glucose et le galactose. Ensuite, dans les glucides, on a les disaccharides. À ce moment-là, ils sont formés de deux molécules. Et comme exemple, on a le lactose qu'on retrouve dans le lait, qui est le glucide du lait, qui est formé d'un monomère de glucose et d'un monomère de galactose. On a également comme exemple dans les disaccharides le saccharose qui lui est formé de glucose et de fructose. Après les disaccharides, on peut également trouver dans les glucides les polysaccharides qui sont là, eux, ils sont formés de plusieurs monomères. Et dans les exemples, voilà, on va dire les exemples les plus palpables, on a l'amidon qui est le l'amidon qui est le polysaccharide de réserve chez les végétaux. Et on a le glycogène qui est le polysaccharide de réserve chez les animaux. Donc l'amidon par exemple, vous le trouvez dans le maïs. Le maïs, vous avez l'amidon de maïs. L'amidon, vous le trouvez également dans la pomme de terre. L'amidon, vous le trouvez dans le riz. Pour citer ces quelques exemples là. Et en dernier, dans les glucides, on retrouve des hétérosaccharides qui sont en fait des glucides plus autre chose. Donc ça peut être un glycoprotéine, si c'est un glucide plus une protéine, ou un glycolipide, si c'est un glucide plus un lipide. Il est bon de savoir que les glucides sont la première source d'énergie du corps humain. Oui. Et en effet, en apport journalier, l'organisme a besoin de 50% d'apport glucidique. Vous le voyez, puisque là, au jour, on a besoin de 2500 calories d'apport énergétique
Et vous voyez, là, les glucides, ils ont 50% de part, les protéines 15% et les lipides 30 à 40%. Passons au deuxième groupe. L'organisme a également besoin de protéines représentées par une molécule de carbone, une molécule d'hydrogène, un côté acide, un côté basique et un radical libre qui diffèrent selon les acides aminés. Et oui, la protéine est une molécule faite à base d'acides aminés. Ça se représente habituellement par un collier de perles et les perles en fait sont des acides aminés. 3 chaînes d'acides aminés constituent un polypeptide et plusieurs polypeptides qui prennent une forme 3D constituent une protéine. Les protéines sont indispensables à l'organisme et leur champ d'action est très vaste. Pour ne citer quelques-unes, les protéines servent au renouvellement des cellules comme les cheveux, la peau, les ongles. On les retrouve également en catalyseur dans les enzymes, par exemple les enzymes de l'intestin. On les retrouve dans les anticorps pour nous protéger contre les microbes, également dans les globules rouges, l'hémoglobine étant une protéine. L'organisme produit une quantité d'acides aminés et une autre nous est fournie par les aliments que nous consommons. Ces acides aminés sont appelés acides aminés essentiels et ils sont au nombre de 8, que sont la leucine, la thréonine, la lésine, le tryptophane, la phénylalanine, la valine, la méthionine, l'isoleucine. Ces acides aminés, on peut les retrouver dans les légumes tels que les céréales, les légumineuses, donc dans les végétaux, et dans les animaux tels que les viandes, les poissons et les produits laitiers. Voilà ce qu'il en est des protéines pour l'organisme. Intéressant, n'est-ce pas? En plus des glucides et des protides, le corps humain a également besoin de lipides. De façon générale, ils sont représentés par une chaîne de glycérol plus une chaîne d'acides gras. On distingue 3 types de lipides que sont les triglycérides, les phospholipides et les stéroïdes. Mais ceux qui sont le plus utilisés par le corps humain, à chaque fois qu'on parlera de lipides, ce sont les triglycérides. Donc les triglycérides sont représentés comme ceci. Et les lipides, vous les trouvez dans les huiles végétales comme l'huile d'olive, dans le beurre, dans le suif, dans la graisse de canard. Et là, à ce moment, on parle de graisse animale. Il faut savoir que les lipides sont la source, comment on va dire, la première source, pas la première source, c'est une source de réserve d'énergie pour l'organisme, heureusement d'ailleurs, car sinon les oiseaux ne voleraient pas. Suivez mon regard. En plus des lipides, des protéines, des glucides, le corps humain a également besoin de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments qu'on retrouve dans les fruits et légumes. Si on s'intéressait de près à ce qui se passe quand on mange, comment ça se passe avec les organes et en quoi sont-ils transformés et après, où vont-ils les aliments? C'est tout de suite, mais avant, on va faire un test avec un plat, soit un plat de couscous, parce que dans le couscous, vous avez la viande, vous avez les céréales, donc c'est un plat qui est riche en lipides, en glucides, en protéines, en vitamines, ou éventuellement un plat simple, un plat de spaghettis sauté avec des poivrons, des oignons, un peu d'huile et un peu de poulet. Donc du coup, on a tout. On a nos protéines, nos lipides, nos glucides et nos vitamines. Mais il me faut mon plat. Vite mon plat! Vite, vite, vite! Enfin, j'ai eu mon plat de spaghettis qui m'a été servi. Donc, quand on mange, qu'est-ce qui se passe? Tout commence dans la bouche. Quand vous prenez votre première bouchée, tout commence dans la bouche. Il faut mastiquer. C'est important, cette étape de mastication où vous allez
imbibez les aliments de salive, de sucre salivaire. Et là, vous prenez aussi une étape où vous savourez, vous ressentez les aliments. Et mastiquer vous permet de favoriser la suite de la digestion, de manger moins. Après la mastication, l'aliment va descendre dans l'œsophage et se retrouver dans l'intestin. Dans l'intestin, ce qui va se passer, ça va être malaxé, mouliné, un peu comme un boulanger qui malaxe une farine de pain. Pour la simple raison aussi que l'estomac est l'organe de mastication, l'organe de mélange. Mais dans l'estomac, vous avez les sucs gastriques et dans les sucs gastriques, vous avez des enzymes qui sont là pour d'abord disséquer et transformer en molécules facilement plus assimilables par l'organisme. Après l'estomac, les aliments vont se retrouver dans l'intestin. Et l'intestin est l'organe de digestion. L'organe de digestion par excellence. Et dans l'intestin, qu'est-ce qui va se passer? L'aliment qui arrive sous forme déjà de bouillie va continuer son cycle de digestion et les enzymes qui se trouvent dans l'intestin vont continuer le processus de transformation et là, les lipides que nous avons au départ consommés sous forme d'huile végétale vont se transformer en acides gras, soit en triglycérides. Les protéines vont se transformer en acides aminés et les glucides en glucose pour pouvoir passer la paroi de l'intestin et circuler librement dans le sang. Arrivées dans le sang, elles vont monter dans le foie pour rejoindre les différents ateliers. Donc, pour ce qui est des protéines, les protéines arrivées dans le foie vont rentrer dans les cellules, les différentes cellules qui vont les solliciter, et les acides aminés vont être dirigés. Une partie d'acides aminés vont être dirigés vers les mitochondries, une autre partie va être dirigée vers les ribosomes pour être transformée en une nouvelle chaîne d'acides aminés. Et cette nouvelle chaîne d'acides aminés est indispensable pour le renouvellement de nos cellules. Voilà pour ce qui est des protéines. Continuons donc avec les lipides. Les lipides transformés en acides gras vont donc traverser la paroi de l'intestin, se retrouver dans le sang, remonter dans le foie, arriver dans le foie, être gorgés de sucs biliaires qui vont les scinder. Parce que auparavant, ça formait des amas, mais les sucs biliaires réussissent en fait à séparer les chaînes de glycérol et d'acides gras pour les permettre d'être assimilés facilement dans l'organisme. Donc, ce qui se passe dans un premier temps, c'est que les lipides vont se placer à la périphérie pour former la couche de la cellule. Et cette couche a deux rôles, donc un rôle d'étanchéité et un rôle de communication, dont elle va permettre les échanges. Une autre partie d'acide gras va donc nourrir les cellules qui ont besoin d'énergie, parce qu'il faut le rappeler, les lipides, c'est une source d'énergie et en apport énergétique, on en a besoin à 30 à 40% par jour. Donc du coup, elle va nourrir le cerveau, dans les neurones. Ensuite, elle va nourrir les tissus qui en ont besoin et l'excès de lipides, dans l'excès de gras, va être stocké dans les cellules graisseuses. Car il faut le rappeler, on a des cellules graisseuses à la base. Quand on est en fait, on a un certain nombre de cellules graisseuses dans le corps. Le corps, il a tout prévu en fait. C'est un organe fabuleux. Donc du coup, l'excès de graisse, il est stocké dans ces cellules qui les absorbent. Qui dit cellule de graisse dit adipocyte. Pour ce qui est du glucide, maintenant transformé en glucose, il arrive dans le sang et lorsqu'il arrive dans le sang, le cerveau automatiquement impose au pancréas de sécréter l'insuline. L'insuline est là pour réguler en fait le taux de sucre dans le sang. Il faut en effet qu'il y ait automatiquement 1 gramme par litre dans le sang pour qu'on soit en santé. L'insuline étant là, qu'est-ce qu'elle va faire dans un premier temps? C'est alimenter les organes qui ont le plus besoin de glucose, dans le cerveau. Après le cerveau, elle va alimenter les muscles. Ensuite, elle va rentrer dans la cellule pour voir, c'est les cellules qui ont besoin de glucose, les alimenter. L'excès de glucose
ne peut pas rester dans le sang parce que l'organisme a du mal à le stocker. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'insuline va transformer cet excès de glucose en graisse. Et ces graisses vont être absorbées par les cellules graisseuses. Donc, il y a du gras, les cellules graisseuses les absorbent pour les stocker en réserve d'énergie. Vous l'avez bien compris, le glucose dans le sucre, c'est du gras. Donc, consommer trop de glucose va vous faire prendre du poids. Et oui, vous l'avez compris, consommer trop de sucre, c'est-à-dire des jus de fruits à tort et à travers, eh ben, ça fait que vous allez vous retrouver avec trop de sucre dans le sang. Et trop de sucre dans le sang, c'est du gras. Parce que pour le conserver, l'organisme, comme vous l'avez vu, c'est l'insuline qui le transforme en graisse. Et les cellules graisseuses, eh ben, elles se nourrissent de ce gras. Et qu'est-ce qu'il arrive après? Les bourrelets. Ceci dit, on a vu en quoi sont transformés les aliments. Si on voyait ce qui se passe lorsqu'on fait un régime, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Pourquoi on maigrit à un moment donné? Pourquoi on reprend du poids? Je vous dis ça tout de suite de façon très brève. À tout de suite.